L'omnicanalité, on en parle depuis beaucoup de temps et on se rend compte que personne n'est prêt. Aujourd'hui, si vous êtes par exemple sur mon site internet et qu'il y a plus qu'une pièce de disponible mais qui est dans ma boutique à Montpellier, normalement, elle doit vous être accessible. Je comprends même pas comment le marché de la mode n'y a pas, quoi, c'est pas attardé sur ce point-là avant, tellement il est fondamental. On pense qu'il y aura plus de canal web et puis canal physique. Notre but, c'est justement de rapprocher les deux. Bonjour à tous, je suis Hélène, la directrice éditoriale d'iAdvise et aujourd'hui je vous reçois dans Conversation, le média d'iAdvise, la plateforme qui rend les marques conversationnelles. Et justement, dans Conversation CX, on vous parle d'expérience digitale et conversationnelle avec les leaders de l'expérience client. Donc aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Fred Munier, cofondateur de la marque Fago. Salut Fred. Bonjour, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour discuter. J'aime discuter et donc ça tombe très bien que je sois là. On est très heureux aussi de te recevoir et de recevoir la marque Fago. Je t'appelle Fred, on se connaît pas encore très bien, mais j'ai l'impression que c'est comme ça que tu appelles tes collaborateurs. Exactement. On a OK. cette chance d'être relativement en proximité. Ouais, c'est vrai, on est tous les 2 à Nantes et à distance et d'ailleurs, quand j'ai fait mes recherches sur Fago, j'ai vu qu'on avait plusieurs points communs comme ça. Tu as fondé Fago en 2009, c'est ça? Exactement. Avec Nicolas Rohr et donc ça fait à peu près 10 ans, comme nous, on a été fondé il y a 10 ans. Et également, donc vous avez installé vos bureaux à Nantes. Ça fait longtemps que vous êtes à Nantes? Ça fait que 2 ans qu'on est à Nantes. Donc là, c'est nous qui vous avons copié en fait. On est arrivé à Nantes il y a 2 ans. Ah, Un peu dans cette idée de... Nous, on dit qu'on a une marque qui fait le trait d'union entre la ville et la nature et que du coup, on se retrouvait mieux dans les valeurs nantaises que parisiennes. Après avoir passé 10 belles années à Paris, on a commencé à développer Fago. On était content de ramener notre siège social à Nantes. ouais, on peut comprendre. Et d'ailleurs, vous profitez de la ville. J'ai vu qu'il y avait 8 collaborateurs sur 10 qui viennent en vélo dans vos locaux. Exactement. C'est l'avantage de la province, c'est que vraiment, et du beau temps en plus, en Loire-Atlantique, c'est qu'on peut venir facilement en vélo au bureau. Ouais, surtout en ce moment. Et on a un troisième point commun, figure-toi, c'est que il y a pas mal de collaborateurs à iAdvise dans les bureaux qui portent les couleurs de Fago. Donc des baskets, des pulls, des sacs, des accessoires, vous faites maintenant aussi. Et donc on les reconnaît au petit arbre, qui est le logo de ta marque, euh, pour symboliser, je crois, les arbres que vous replantez C'est ça, ouais, lorsqu'un produit est acheté. c'est ça. En fait, du coup, dans l'histoire de Fago, c'est on est une marque assez engagée puisqu'on est marque à mission et on a une volonté d'engager notre génération contre le dérèglement climatique. Donc, c'est ça la mission de l'entreprise. Et pour ça, on mesure nos émissions de CO2, on les réduit un maximum et les Mmh. émissions qu'on n'arrive pas à réduire, on plante un arbre en France et c'est le symbole évidemment de l'arbre avec un petit bouton de noix de coco qu'on retrouve sur pas mal de nos produits aussi. D'accord. Et d'ailleurs, sur votre site web, on peut voir combien d'arbres sont replantés quotidiennement, j'imagine. Exactement, ça évolue en permanence, voilà, et on va bientôt passer la barre des 2 millions d'arbres plantés en Waouh, France, voilà, donc pour compenser l'ensemble de nos émissions de CO2. super. Donc, iAdvise, comme tu le sais, notre métier, c'est la conversation. Et on pense que les conversations rythment nos vies. Donc, la première question que j'avais pour toi, justement, c'est quelle est la première conversation que tu as eue qui t'a mené à créer Fago? Bah, je pense que je tapais dans la main de Nico et je lui disais, allez, vas-y, on y va. C'est ça, c'est ça l'idée, c'est après peut-être de longues conversations, on se dit, allez, c'est parti, on y va. Et de là commence toute une aventure avec alimenté de nombreuses conversations et de nombreux débats, de nombreux désaccords, et dans lequel finalement on arrive à créer une, euh, une belle marque qui aujourd'hui est avec les idées de chacun. Voilà, c'est ça qu'on amène dans les conversations, c'est des idées et aussi un sens de l'écoute profond, puisque ça nous permet de prendre, d'observer les idées des autres. Donc voilà. Hmm. Donc, tu veux dire que cette conversation que tu as eue, c'est on y va, c'était de se lancer, quoi, tout simplement. Exactement, exactement. Ouais. Pardon. Et c'était où?
C'était à Antony, en banlieue parisienne, dans un jardin, dans un tout petit bout de jardin, voilà, où on avait plaisir à travailler, à se retrouver pour faire avancer notre petit projet. D'accord. Donc on parlait de la première conversation et maintenant quelle est la dernière conversation que tu as eue, récemment qui t'a soit changé, soit donné une idée? Alors, en ce moment, chez Fago, on est en train de sortir une collaboration avec Aigle et je me souviens, il y a quelques mois, on discutait avec Nadine, qui est la VP marketing de Aigle, et on se disait bah, comment une marque qui est plus que centenaire peut, elle aussi, aller dans la bonne direction de la mode et commencer à changer nos habitudes de consommation. Et cette conversation, bah, quelques mois plus tard, aboutit à une collaboration où on sort une dizaine de produits et du coup, bah, je trouve ça toujours génial de partir d'une conversation et d'arriver à des actes concrets qui en Mmh. ressortent quelques mois plus tard. Donc ça veut dire qu'on a fait bouger les lignes avec une marque qui est plus que centenaire. On en est plutôt fiers de cette conversation. Et ce sont des produits qui vont être siglés donc Fago et Aigle alors? Tout à fait. D'accord, super et donc des Avec sur bottes? une dizaine de produits, sur des matières recyclées, parce que c'est Mmh. quelque chose sur lequel peut-être de cette conversation, on a réussi à faire évoluer la vision de Aigle, qui est elle-même devenue entreprise à mission une petite année après nous, et qui aujourd'hui décide aussi, comme le fait Fago depuis ses débuts, de commencer à s'attaquer à la réduction de ses émissions de CO2 dans ses D'accord produits. Donc une et dizaine de d'ailleurs, pièces, des t-shirts, des accessoires, des d'accord, baskets, des donc pas produits seulement qui des sont bottes? Mmh, exactement, des ouais, produits qui sont fabriqués par Aigle, des produits qui sont fabriqués par Fago, etc. très bien. Donc on va, justement voir, au cours, de cette interview, comment, l'expérience client peut, s'allier comment vous alliez votre expérience client, à ces exigences, environnementales chez Fago. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est pour toi une bonne expérience client? Ouais, c'est une expérience. Alors, euh, Et quelles sont dans, tes références en la matière? non, non. Une expérience client, c'est une expérience où sur on vient, quand on vient voir des marques comme les nôtres, on vient évidemment acheter un produit qui a un usage, qui a une fonction, et aussi un produit, et aujourd'hui c'est de plus en plus important selon nous dans l'expérience client, un produit qui véhicule un certain nombre de valeurs. Et ce qui va être le plus important, c'est qu'on arrive donc deux choses, c'est qu'on arrive à la fois à expliquer ces valeurs à nos clients. Donc, dans notre expérience client, on doit avoir réussi à un moment ou à un autre à avoir sensibilisé sur nos valeurs. Et le deuxième facteur qui doit être très très important pour nous, c'est d'arriver à rendre tout notre processus transparent, c'est-à-dire à ne rien cacher à nos clients. Pour que si demain notre client il s'y connaît très bien en matériaux recyclés, il puisse aller chercher jusqu'au bout de ce qu'on appelle nos tiroirs. Qu'est-ce qui est fait en recyclé dans son vêtement, qu'est-ce qui ne l'est pas fait, etc. Et que tout soit dit avec nos limites et avec nos forces. Voilà, donc l'expérience client, c'est un, arriver à former, à expliquer les choses, et deux, le faire en toute transparence. C'est ça qui est très, très important pour nous, au-delà, bien évidemment, de l'usage du produit et qu'on doit se sentir bien, confortable, parce que c'est aussi pour ça qu'on achète des marques. Mmh. Et est-ce qu'il y a des marques qui t'inspirent? À nous, il y a une marque qui nous inspire beaucoup, c'est Patagonia, qui est une marque très outdoor, qui vient plutôt de l'univers du sport. Là où nous, on vient pas de l'univers du sport, on vient plutôt de l'univers citadin et urbain. Et voilà, et on aime dire d'ailleurs qu'on est le trait d'union entre la ville et la nature. Voilà, parce que justement, elle a cette force-là d'avoir accompagné le client à son niveau, tout en se développant, tout en grandissant, à des habitudes plus respectueuses de l'environnement dans la manière d'user, de produire, de réparer ses vêtements. OK. Est-ce que tu penses que le client Fago, il a des exigences spécifiques en termes d'expérience par rapport à un client lambda? Alors, première chose qu'on répète souvent en interne, c'est qu'il a les mêmes exigences. Rien n'est toléré de plus par rapport à une autre marque sur justement l'usage du produit. Et voire, on doit être encore plus exemplaire sur l'usage et le côté que ce soit les bonnes coupes, les bonnes couleurs, les bonnes matières, les bons sizing, quoi, les bonnes tailles, etc. Donc ça, inévitablement, on doit être à minimum au même niveau que nos concurrents et dans la mesure du possible, être meilleur que les autres. Et après, ce que je disais sur l'explicatif, je pense que Fago a un rôle à jouer à engager aussi nos clients dans cette voie de réduction carbone et en tout cas
sans être revendicateur, commencer à sensibiliser et voir un petit peu plus, commencer à éduquer, c'est un petit peu fort, on n'aime pas trop utiliser ce terme-là, mais c'est pas loin de ça, c'est lui faire prendre conscience que oui, le vêtement qu'on achète, même chez Fago, a un impact, et que cet impact, comment on arrive à le réduire et à, pourquoi pas, y réfléchir à 2 fois avant d'acheter un vêtement. D'accord. Très bien. Alors j'ai, une question, d'un de tes collaborateurs. Je vais te faire écouter, Ah! un son tout de suite. Ouais. C'est, je vais te dire tout de suite d'ailleurs, c'est, Théo du Qui service s'occupe du client je savais pas ça, qui s'occupe du service client en effet chez nous, Bonjour Théo, et dis-moi. qui a une question pour toi. Donc je te la fais écouter tout de suite. Salut Fred, eh ben écoute, on m'a demandé de te laisser une petite question ici, donc la voici. Quel est le service que tu rêverais qu'on propose à nos clients demain? Merci à toi. Alors, qu'est-ce que tu Théo, penses que comment oses-tu poser cette question? Non, non, je pense que Théo a la réponse dans sa question, donc c'est un peu une fausse question. Non, non, le service que l'on rêve, que l'on propose déjà, mais qu'on veut accentuer largement, évidemment, chez Fago, c'est la seconde main. C'est-à-dire que dans toutes nos boutiques aujourd'hui, on propose, mais on a du mal à le proposer. Et Théo s'occupe de tout le service client web. Et on a beaucoup de mal à proposer la seconde main en digital. Et dans un modèle vertueux, parce qu'on ne veut pas proposer la seconde main sur un modèle non rentable, sur un modèle qui ne serait pas vertueux en termes de rentabilité aussi, puisqu'on doit faire vivre. Et du coup, on propose la seconde main dans nos 30 points de vente en propre et on commence dans des magasins multimarques. Et un service de réparation aussi dans nos 30 points de vente en propre. Voilà. Et demain, on veut le rendre en digital. Donc, je pense que Théo a la réponse. Tu sais, on veut proposer la seconde main et les réparations aussi sur le digital, comme on le fait très bien en retail aujourd'hui. D'accord, donc sur le digital, c'est un peu compliqué. Ça veut dire qu'on renverrait par colis ces vêtements, Exactement, à qu'on réparer? renverrait Ouais. par colis ou on est prêt à tout inventer. Et si vous avez la solution, d'ailleurs, on est preneur. D'accord, donc vous êtes en train d'y réfléchir? C'est ça, non, 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 mais il y a plein de différents modèles et le Ouais, problème, c'est qu'il faut que ça soit viable aussi, parce que si on veut vraiment pousser les choses, il faut que ça soit viable à grande échelle. d'accord. Donc, on va parler un petit peu, tunnel d'achat, Ouais, puisqu'on parle de l'expérience client dans sa globalité, dans tout le parcours. Donc ça commence par l'acquisition. je t'en ai coupé Donc sur c'est quoi les leviers d'acquisition aujourd'hui? Puisque au début, c'était à fond dans le digital. Aujourd'hui, sur quoi vous appuyez pour faire connaître la marque et conquérir des clients? Alors ça le reste, hein, à fond dans le digital. Il faut savoir que nos magasins, évidemment, acquièrent des clients, mais c'est par des emplacements. Donc, il y avait une manière assez systématique de le faire dans le retail auparavant. Et aujourd'hui, inévitablement, on fait de l'acquisition sur les réseaux sociaux, qui est notre plus grosse force d'acquisition. Et on essaie de se concentrer aussi en apportant quelque chose à nos consommateurs, en apportant de la valeur. Et et on serait très heureux aussi si on faisait de l'acquisition parce qu'on crée du contenu justement sur comment trier votre boîte mail pour émettre moins de CO2, etc. Ce genre de choses est assez important pour nous. Donc, à la fois, on fait du paid, donc c'est-à-dire par de l'acquisition réseaux sociaux sur des produits ou des valeurs que l'on porte, et à la fois par du contenu avec des articles sur lesquels on essaye de remplir notre mission d'entreprise, qui n'est à la fois de vendre des produits et de faire connaître nos produits, et à la fois d'engager notre génération pour réduire ses émissions de CO2. D'accord. Bah, c'est marrant parce que je l'ai trouvé cet article, comment, trier votre boîte mail. Donc sur Ah le bah, site de Fago et très informatif, je vous invite à aller le voir. et de la même manière, par exemple, on a notre bilan carbone qui est en ligne, où on a tous nos produits, si vous voulez comparer. En fait, c'est ça aussi qu'on apporte à travers cette transparence, c'est qu'on peut à la fois aller chercher un produit et à la fois aller chercher à apprendre des nouvelles choses sur ouais, pourquoi on dit, si on le basifie, pourquoi l'économie de la mode est la plus polluante au monde, etc. Bah, se dire, attends, comment je vais essayer de comprendre? Et sur le site, je pense qu'on a une bonne mine d'informations. Oui, du contenu éducatif. C'est ça. On va passer à donc on est toujours dans le tunnel, on passe à l'acte d'achat. Justement, on parlait d'omnicanalité tout à l'heure. Hem, j'ai vu que vous aviez un vrai sujet d'optimisation des stocks et donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, comment vous, résolvez ce casse-tête, omnicanal puisque vous avez des ventes en ligne, des ventes en magasin et vous ne voulez pas vous retrouvez avec beaucoup de stocks sur les bras?
C'est ça. Alors, du coup, peut-être même avant l'acte d'achat, il y a le choix un peu des produits et qu'aujourd'hui, on s'engage de plus en plus vers un étiquetage environnemental assez poussé, hein, puisque auparavant, jusqu'à il y a 2 ans, on était uniquement sur une valeur globale d'un produit Fago en émissions de CO2. Aujourd'hui, vous allez pouvoir un jour choisir, si vous hésitez entre 2 t-shirts, s'il y en a un qui pollue moins, peut-être au niveau du design, ça va vous aider dans le choix, mais aussi sur les matières qu'il y a à l'intérieur et qui vont inévitablement émettre du CO2. Donc ça, on va dire, c'est sur les fiches produits, on essaie de les enrichir, de donner un maximum de transparence, ce dont on parlait tout à l'heure, et à la fois de donner un maximum d'informations sur les émissions de CO2, évidemment la composition, tout ce qui est, on va dire, standard, mais d'être encore plus transparent sur les émissions de CO2 de ce produit spécifique et que vous, du coup, vous ayez le double arbitrage à la fois design, utilité et à la fois émissions de CO2. Donc ça sera beaucoup dans les fiches produits. Et c'est vrai qu'après, comme on veut avoir une consommation plus raisonnée, on travaille beaucoup, beaucoup sur l'omnicanalité. C'est un vrai sujet et c'est un peu comme l'omnicanalité, on en parle depuis beaucoup de temps et on se rend compte que personne n'est prêt et on est dans un marché spécifiquement quand on est omnicanal. Donc, c'est-à-dire qu'on a à la fois des magasins retail avec des stocks dans nos magasins et à la fois en digital, et ben, on a une vraie problématique de disponibilité de stock et d'expédition de stock pour s'éviter un maximum de transport et surtout avoir une forme de satisfaction client parce que c'est quand même fondamental, même si l'enjeu environnemental est important, une disponibilité de stock maximale avec le moins de déchets possible, de déchets, on s'entend, de rebut, en tout cas, ou de produits qui seraient non vendus parce que en fait, ils n'étaient pas au bon endroit au bon moment. Alors, on essaie de monitorer ça le mieux possible, mais qu'on va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes par exemple sur mon site internet et qu'il y a plus qu'une pièce de disponible mais qui est dans ma boutique à Montpellier, normalement, elle doit vous être accessible. Et c'est ça qu'on travaille beaucoup. Sur le papier, c'est très simple, hein, c'est juste le principe de se dire, si la pièce est disponible à un endroit, je la rends disponible à mon client. Techniquement parlant, c'est un petit peu moins rigolo que ça. Et voilà, et c'est à ça qu'on s'attelle aujourd'hui, où on est live sur 90% de nos magasins et sur 80% des scénarios différents, sachant que nous, on a estimé qu'il y avait 14 scénarios différents. Vous pouvez être dans la boutique de Limoges et chercher un produit qui n'est disponible qu'à Montpellier, comment faites-vous? Et si en plus vous voulez 2 produits, comment faites-vous? Etc. Mmh. Et vous avez trouvé des solutions? Ou vous êtes encore en train Alors, on a d'expérimenter? trouvé des solutions qui répondent à une partie des éléments. On travaille avec un éditeur qui s'appelle Proximis, qui s'est spécialisé sur l'omnicanalité justement. Mais on se rend bien compte qu'on est dans les premiers clients qui sommes complètement live. Voilà, et aujourd'hui, il y a 3-4 éditeurs qui se partagent le marché et personne n'est. On découvre d'étape en étape les différents cas d'usage, les différentes complexités, etc. Et du coup, à nous de progresser le plus vite possible, d'aider cet éditeur à progresser le plus vite possible et d'arriver à lever tous les freins qui semblent assez. Vraiment, je le redis, hein, je comprends même pas comment le marché de la mode n'y a pas, c'est pas attardé sur ce point-là avant, tellement il est fondamental et tellement il permet à la fois de réduire nos émissions de carbone et à la fois d'optimiser les gestions de stock pour produire ce dont on a besoin et pas ce dont Oui, donc on va de solder. perdre moins d'argent également, en fait. Exactement, Ouais. c'est Mmh. un double combat, quoi. Et surtout de moins vendre avec de la discount. C'est quand même pour Ouais. avoir une consommation raisonnée et quelque chose, si le produit est soldé, c'est qu'il y a une vraie raison qu'il soit soldé. On ne produit pas pour faire des soldes. C'est ça notre live motive. D'accord. Et puis le SAV justement, donc on avait Théo en ligne tout à l'heure. Quels sont vos objectifs en matière de satisfaction client? Sur quoi vous pilotez? Bon, alors que personne soit content, le but, c'est vraiment que les gens soient énervés. Non, non, bien évidemment, non. Non, le but en satisfaction client, c'est que chaque personne qui ressort d'une opération, on a anticipé l'ensemble des solutions qu'on pouvait lui proposer si il a un souci dans sa commande, évidemment que normalement, et aussi de réduire en amont. On parle toujours d'amont et d'aval chez nous. C'est-à-dire en amont, on doit pouvoir corriger si quelqu'un est arrivé, je sais pas, il a une erreur de livraison de pièces parce que on n'avait pas indiqué son numéro de téléphone dans un bon de livraison, je ne sais ce qui peut arriver, de le corriger en amont et en aval, pardon, et en amont. Non, ouais, bon, bref, on s'est Corriger en compris. amont. Et voilà, et après, évidemment, de régler le problème et avant, régler le problème du consommateur pour que on puisse
et réparer si préjudice il y a eu, ou répondre à ces questions, parce qu'on a aussi, dans notre politique un peu de service client, on a aussi beaucoup d'approfondissement de questions sur justement tout ce rôle que l'on se donne de transparence et pouvoir répondre à chacune des questions, etc. Et d'enrichir pour l'ensemble de nos clients c'est pas une FAQ, mais c'est notre contenu de site internet. D'accord. Alors on va parler maintenant d'e-commerce, on a un peu fait le tour sur l'expérience client. Je vais te faire écouter un nouveau son qui va te dire quelque chose, qu'on en parlait tout à l'heure. Donc je te laisse découvrir. Attention, c'est en anglais. When you want something new, ask yourself, do I really need it? Look for one product you can use in multiple ways. Repair what you wear out and pass things down. Demand recycled. Demand fair trade. Demand organic. Buy less. Demand more. Donc consommer moins, c'est une marque que tu as sans doute reconnue qui demande à ses clients de moins consommer ses produits. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Je pense que c'est vertueux. Je pense qu'il ne parle pas que de consommer moins, hein, il parle aussi de réparer, d'utiliser des matières plus respectueuses de l'environnement, parce que on est dans un optimisme chez Fago de dire faut consommer moins et mieux. Donc c'est les deux aspects. C'est pas que consommer moins, c'est aussi mieux. Voilà. Donc évidemment, c'est exactement le message que l'on porte et si on peut emmener des gens derrière nous sur ce message-là, on est très heureux. C'est ce qu'on essaie de faire avec nos clients, d'essayer de faire bouger les lignes, de réparer, de faire de la seconde main, quoi. Tout ce qui a été dit, et c'est génial, quoi. Ok. Donc ça m'inspire, et je me dis comment on peut aller plus vite, et c'est mon combat de tous les jours quand on se lève le matin, c'est comment on peut emmener plus rapidement les clients là-dedans, comment, attention, on se déconnecte pas en disant il faut faire ça, tout le monde est d'accord sur le papier, mais en fait on se décorrèle en prix. C'est aussi important parce que le client il doit pouvoir s'y retrouver en valeur, et ça fait partie de notre satisfaction client, hein. On dit souvent la satisfaction client, le b.a.-ba de la satisfaction client va être le rapport qualité-prix. Peut-être qu'on doit aussi le prendre en compte dans toutes nos démarches. Ça me fait penser d'ailleurs à ce que vous avez fait pour Black Friday. Make Friday Green Again, je crois. Exactement, c'était un petit clin d'œil à Mr. Trump. C'est l'Amérique qui nous envoie son Black Friday en France, assez honnêtement, hein. On a eu la maladresse de rentrer dedans parce que on pensait au début de Fago c'était important, etc., d'être dans les tendances, et en fait avec un peu de recul, il y a 4 ans on a arrêté. Et on a commencé à dire mais pourquoi nos clients nous demandent ça, et en fait comment on arrive à sensibiliser quand ils viennent dans nos boutiques le jour du Black Friday et de leur dire non, nous on fait pas de promotion, et comment leur faire un petit clin d'œil en disant non, en fait on veut que vous ayez une consommation plus responsable, donc on arrête de vous tenter avec justement ces 24 heures de promotion un petit peu virulent à une période où justement on est dans une consommation où on doit faire vivre l'économie aussi derrière notre consommation. On pense qu'on a un rôle de votant entre guillemets quand on vote, quand on consomme, et voilà, et du coup c'est de te dire il n'y a aucun argument concret qui mériterait de mettre des soldes à cette période-là, et on a du coup emmené 1200 marques autour de nous, dont Nature et Découverte, j'en passe, il y en a 1200, donc je vais pas toutes les citer, mais des 1200 marques qui nous ont suivis dans ce côté. Oui, nous aussi on est d'accord qu'on ne veut plus solder, et il faut savoir que c'est plus facile pour des petites marques comme nous qui ne sommes pas encore énormes, que pour des marques qui te disent oui, mais en fait désolé, j'adore votre idée, hein, Fago, c'est génial, mais nous c'est 150 millions ce week-end-là qu'on fait sur notre réseau, donc tu comprends bien qu'on peut pas, et voilà, et du coup nous on essaie de faire progresser ces marques, même si elles peuvent pas adhérer à Make Friday Green Again, parce que ce qu'on demande c'est qu'on ne solde rien du tout pendant cette période-là, mais au moins on les emmène sur commence à réduire ton taux de remise, commence à prendre ce chemin qui va t'amener, qui nous semble, encore une fois, hein, c'est très personnel,
qui nous semble amener vers quelque chose de plus vertueux et comment on arrive. Du coup, on a organisé aussi en conversationnel, c'était intéressant ça, à arriver à automatiser un petit peu tout, parce que 1200 marques, ça devenait plus gérable chez nous et du coup, comment on a réussi à automatiser un petit peu les choses, vérifier les arguments, les critères qui nous semblaient très importants, à savoir pas de solde, etc. Et puis mettre tout ça en musique pour emmener le maximum. Et on était 600 marques la première année, on est 1200 marques la deuxième année, donc c'est top. Je pense que c'est un mouvement, même si c'est pas notre rôle. C'est des marques françaises? C'est des marques françaises et je crois qu'il y a 15% de marques internationales qui commencent à nous rejoindre aussi, parce que c'est quelque chose qui fait écho partout maintenant, de se dire mais comment ça se fait, où est le juste prix du bien que je consomme, et quand vous consommez, oui, ça fait vivre des gens, donc oui, le but c'est pas d'acheter le moins cher possible, quoi. Toujours. D'accord. Voilà. Vous faites 30% aujourd'hui de vente en ligne, il me semble. C'est ça. On a eu une digitalisation énorme des ventes en 2020. Donc j'imagine que la balance est en train de s'inverser. C'est quelque chose que vous voulez garder, cet équilibre 70% en boutique, donc boutique en propre et multimarque, et 30% e-commerce? Alors déjà, on va quand même observer un peu les tendances du consommateur, hein, de qu'est-ce qu'il lui attend. Aujourd'hui, on veut même plus parler de 30 et 70% en fait. Et c'est ça notre omnicanalité, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on veut que 100% des clients soient satisfaits, mais que ce que je veux dire par là, c'est que on pense qu'il y aura plus de canal web et puis canal physique. Notre but, c'est justement de rapprocher les deux. Donc souvent, il va se passer que, en fait, la personne va commander peut-être sur Internet ou réserver sur Internet et puis finalement aller chercher en boutique, etc. Donc, en fait, à terme, on veut mélanger les deux. C'est ça. Si on avait une vision, ça serait ça. Ça serait de mélanger et d'être en vrai, dans une vraie démarche, pour que le client ne se dise pas j'ai acheté sur Internet ou j'ai acheté, et qu'on vous réponde en boutique, ce qui est encore le cas dans beaucoup de boutiques. Ah bah désolé monsieur, vous avez acheté sur Internet, ça va pas être possible. Dans la conversation qu'on peut créer avec le client et dans le dialogue, le client, c'est incompréhensible pour lui parce qu'il s'adresse à la même marque. Et voilà, et donc c'est quelque chose sur lequel on va beaucoup plus s'atteler que de savoir si c'est plus le web, le digital, le site qui nous ramène des ventes ou le retail. Non, en fait, on va essayer de faire travailler les deux ensemble dans un objectif commun, et que le client, il s'adresse à Fago et il discute avec Fago, quel que soit le point de contact, que ce soit en digital ou bien en retail. Demain, chaque achat peut toucher tous les points de contact et peut être mélangé. Donc, en fait, ça se trouve, on fera 100% et 100%. Et là, on aura gagné. Super. Est-ce que vous avez mené des initiatives pour limiter l'impact écologique du e-commerce? Limiter l'impact négatif sur l'écologie du e-commerce. Je pense aux emballages, au transport, etc. Ah bah alors, c'est un combat de tous les jours. Alors déjà, pour quand même remettre, et c'est intéressant pour ça de lire notre bilan carbone, on parle beaucoup de ça en ce moment, là, le e-commerce et la pollution. N'oublions pas que 68% des émissions de CO2, en l'occurrence de Fago, hein, puisque c'est le dossier que je connais le mieux, sont dues à l'intrant des matières premières, c'est-à-dire à l'usage des matières premières que l'on va mettre dans les produits. Alors et pourtant, chez Fago, on est à 80% de nos collections faites à partir de matériaux recyclés, etc. Donc, on est déjà... Mais il n'en ressort que c'est quand même... Donc, la première question qu'il faut se poser avant le canal de distribution dans lequel vous allez acheter, c'est est-ce que, encore une fois, et on rejoint le discours, le petit laïus qu'on entendait tout à l'heure, de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit? Parce que c'est ça qui va faire 68% des émissions de CO2. Et les 32% restants, inévitablement, il y a une partie qui va venir du e-commerce. Et pour ça, on commence quand on commence, ça fait longtemps qu'on commence, mais à améliorer l'usage de nos cartons, à se dire pourquoi on a des suremballages, pourquoi on n'intégrerait pas une place sur nos boîtes pour pouvoir faire des expéditions directes avec la boîte, parce que c'est vrai que les boîtes à chaussures, pourquoi on ne donnerait pas un autre usage à la boîte? Sur notre gamme enfant, par exemple, on avait elle se retournait, on avait une boîte à oiseaux. Comment on fait des boîtes à archives avec nos boîtes de chaussures? Tous les doubles usages, donc la seconde vie qu'on pourrait donner aussi à nos emballages. Voilà, et puis après, pourquoi pas, et on n'est pas encore, c'est pas encore calé chez nous, mais utiliser des emballages qui sont renouvelables, donc c'est-à-dire réutilisables, donc c'est-à-dire à chaque fois vous recevez votre colis dans une espèce de pochette en tissu, etc. Et vous repostez cette pochette sous pli postal, donc ça se plie, et puis voilà, c'est des choses sur lesquelles on est en test en ce moment, voilà, avec évidemment
quelques contraintes, quelques échecs, etc. Mais voilà, on est en permanence en cheminement pour réduire ces émissions de CO2. Et l'omnicanalité, on l'a peut-être pas assez dit tout à l'heure, on a parlé de satisfaction client, mais l'omnicanalité permet aussi ça. C'est-à-dire que avant, une fois, j'envoyais une paire dans une de mes boutiques à Nantes, par exemple, ou à Paris. Et puis, à la fin de la saison, je ramenais la paire à mon entrepôt, puis je la réexpédiais éventuellement à un client. Là, c'est de se dire, maintenant, je vais la laisser au point où je l'ai emmenée et je vais essayer de l'expédier directement à un client, si c'est possible. Donc, voilà tous les usages. Et en effet, ça va devenir primordial dans l'e-commerce et dans la politique de retour, dans cette transparence d'avoir des chartes de retour dans lequel on explique le mieux possible comment on peut l'éviter, sans le condamner, mais comment on peut éviter ce retour. D'accord. Est-ce qu'il y a des moments où l'expérience client, une bonne expérience client est incompatible avec les exigences écologiques? Par exemple, je pense aux nouvelles exigences des consommateurs, l'immédiateté, avoir tout de suite. Est-ce qu'il y a parfois ces deux sujets clashent chez vous? Non, non, parce que si on explique les choses, encore une fois, on veut responsabiliser les gens et surtout pas les déresponsabiliser et de faire les choix à leur place. Vous pouvez avoir, une fois besoin d'une livraison en express, par exemple. Et en effet, l'express va émettre plus de CO2. Si on vous explique, et aujourd'hui c'est pas le cas, mais par exemple, ça serait un rêve. Si aujourd'hui on vous explique au moment de la livraison, ce méthode de transport va émettre 1,2 kg, celui-ci 0,8 kg, et celui-ci en point relais va émettre 0,3 300 g d'émissions d'équivalent CO2, vous allez peut-être vous dire, ah tiens, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Peut-être une fois vous aurez vraiment besoin en express, et peut-être une fois, vous pourriez vous dire, non, là peut-être que je peux aller au Mondial Relais, j'ai un peu de temps ce week-end, voilà. Du coup, dans le choix qu'on va vous laisser, si on vous l'explique, nous on est plutôt à un rôle à engager les gens, pas à leur dire exactement ce qu'il faut faire. Et chacun peut acheter. Aujourd'hui, on ne limite pas nos clients à se dire tu n'achètes qu'un pull et une chemise par an, ce qui serait peut-être une méthode de consommation qu'on pourrait, en tout cas, qu'on pourrait se dire pourquoi pas. Mais le choix reste au client et à nous de lui expliquer pour l'engager. D'accord. Donc, grâce à la pédagogie, vous arrivez à faire passer certaines choses. C'est ça. Et par contre, après, évidemment, on se coupe et on a cette chance d'être en relativement bonne santé économique pour se dire, non, on peut se permettre de dire non au Black Friday. Je pense pas qu'il y ait suffisamment beaucoup de sociétés dans le retail, en tout cas à grosse taille, qui puissent se permettre, tant pis, ouais, ok, on va perdre 300, 500, on imagine 500 000 euros de chiffre d'affaires perdus, tant pis, c'est comme ça. On peut se permettre, comme c'était avec des marges moindres, peut-être qu'on fera que 100 000 euros ou 250 000 euros, mais au moins on n'aura pas eu l'impression d'emmener le client sur un mauvais chemin et là-dessus, on lui impose plus qu'on lui suggère. Ok. Notre interview touche à sa fin. Je voulais juste te demander en dernière question, en conclusion, s'il y a un sujet qui te tient à cœur et dont tu as envie de nous parler aujourd'hui. Un projet ou quelque chose. Tu nous as parlé d'aigle tout à l'heure. Non, c'est cet objectif-là que l'on tient, que l'on vise, c'est d'arriver à 100% de matériaux recyclés dans nos collections. Voilà, ça serait ça le sujet que j'ai envie de faire progresser et sur lequel on se bat en permanence chez Fago pour le faire progresser. Voilà, et ça c'est quelque chose qui le jour où ce sera fait, on sera vraiment très très fiers de se dire ça y est, nos produits sont faits à 100% tout ou partie à partir de matériaux recyclés. Là, ça sera voilà, donc ce serait ça, de se dire voilà, quand vous consommez, continuez à regarder si ne regardez pas que la provenance, que le choix des les choix des différentes couleurs, etc. Regardez aussi les émissions de CO2 que ça peut émettre. Ok, le message est passé. Je te remercie beaucoup parce que on voit quand tu parles que on perçoit bien ton engagement et c'était vraiment un échange très intéressant. Merci à vous, Donc, merci Hélène, beaucoup. merci à toute l'équipe d'iAdvise. Et puis, je vous dis à très bientôt pour plein de discussions. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette interview sur conversation.iadvice.com, nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram et LinkedIn. Et enfin, vous pouvez vous abonner à nos chaînes YouTube, Spotify, Apple et Google Podcast pour être tenu au courant des prochains épisodes.
La conversation continue avec iAdvise.